Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un syndrome gay 1981 à 1983. Il nous faut revenir 2 années en arrière, avant que ne soient décrits les premiers cas de patients africains. C'est en juin 1981 que le bulletin hebdomadaire du CDC publie les premiers cas de pneumonie provoqués par le micro-organisme Pneumocystis carinii chez 5 homosexuels de Los Angeles. Ce syndrome mystérieux attire l'attention de quelques spécialistes des maladies infectieuses, intrigués par une demande de médicaments à usage très réglementé, destinés à traiter cette infection respiratoire peu commune. C'est le rôle du CDC, l'agence gouvernementale des États-Unis en charge du contrôle et de la prévention des maladies, de répondre à tout déclenchement d'épisodes épidémiques sur le territoire américain. Son mandat est de suivre la morbidité et la mortalité des cas de maladies infectieuses, recenser le nombre de cas déclarés et décrire les caractéristiques épidémiologiques des patients, comme l'âge, le sexe, le lieu de résidence, la nationalité et leurs facteurs de risque. Par exemple, le CDC travaillait depuis 1978 sur une épidémie d'hépatite B et de plusieurs infections sexuellement transmissibles, IST, parmi les homosexuels aux États-Unis. Le syndrome d'immunodéficience acquise, mortel en quelques mois voire quelques années, fut d'abord observé chez de jeunes hommes homosexuels préalablement en bonne santé. Il fut reconnu dès 1981 comme une nouvelle épidémie, car le nombre de cas déclarés croissait de façon extrêmement rapide. Les premiers commentaires sur le sida évoquent immédiatement l'hypothèse d'un style de vie homosexuel, prédisposant à un effondrement immunitaire. Un visage est donné à l'épidémie. Pendant plus d'une année, le CDC définit la nouvelle maladie comme le GRID, Gay-Related Immune Deficiency, une maladie immunitaire associée au comportement homosexuel. Une année plus tard, 3 cas de sida sont signalés chez des hémophiles contaminés par des produits sanguins concentrés, et plusieurs cas chez des usagers de drogue par voie intraveineuse qui ont partagé du matériel d'injection, aiguilles ou seringues contaminées. Fin 1982, outre les homosexuels, les hémophiles et les héroïnomanes, apparaît dans la liste du CDC un groupe haïtien. Des cas de sida avaient été identifiés aux États-Unis, chez des immigrés d'origine haïtienne. Leur mode de contamination est alors déclaré inexpliqué et mystérieux, et ils deviennent très vite le 4e H. Cette catégorisation, reposant sur une nationalité, est une anomalie en épidémiologie. Dans les Annals of Internal Medicine, un journal médical respecté, on pouvait lire « Il semble raisonnable de considérer que les pratiques vaudou sont une des causes du syndrome. » La classification rapide du CDC aura des conséquences fâcheuses sur la façon dont l'épidémie sera perçue par les opinions publiques, pendant toute la décennie 80 et au-delà. Dès 1983, aux États-Unis, l'épidémie fait l'objet de nombreux articles à la une des magazines de grand tirage. Sex and Drugs, sexe et drogue revient fréquemment dans les titres. Le sida était présenté comme une maladie gay, touchant les homosexuels, même si déjà, plusieurs cas n'étaient pas identifiables comme tels. Les personnes qui ne déclaraient pas ce facteur de risque étaient soupçonnées de mensonges. De nombreux gays malades du sida étaient exposés à un éclairage que beaucoup d'entre eux redoutaient. La découverte de la maladie forçait les personnes atteintes à révéler à l'entourage une partie de soi que beaucoup avaient tenue secrète. Cette double peine était évoquée avec une ironie teintée de tristesse par les gays de San Francisco, particulièrement touchés par le syndrome mortel. Quelle est la chose la plus difficile quand on tombe malade du sida ? Convaincre votre mère que vous êtes haïtien. Le sida a mis longtemps à être perçu comme un problème de santé publique, causé par un agent transmissible qui pourrait toucher d'autres personnes que celles appartenant aux 4 heures. Aux États-Unis, les femmes et les enfants infectés restaient peu visibles alors que leur nombre augmentait progressivement. En septembre 1982, le CDC publie le premier article avec le nouveau nom SIDA, le syndrome de l'immunodéficience acquise. Sur les 593 cas déclarés, seuls 34 étaient des femmes hétérosexuelles. 20 d'entre elles déclaraient des antécédents d'usage de drogues injectables. Il restait 14 femmes hétérosexuelles qui n'entraient pas dans ce que le CDC classait comme groupe à risque. Elles auraient dû figurer dans une catégorie avec la mention
transmission hétérosexuelle. En décembre de la même année, ce sont 57 femmes notifiées qui se retrouvent dans une catégorie autre, sans facteur de risque connu. C'est seulement en 1987 qu'un premier article sera consacré à l'analyse des 1819 cas féminins déclarés au CDC depuis le début de l'épidémie. Dès 1983, en Haïti, à Port-au-Prince, Jean-William Pape, un interniste spécialiste des maladies infectieuses, crée le groupe haïtien d'études du sarcome de Kaposi et des infections opportunistes. Un modèle intégré de prévention et de soins contre le sida. Avec son équipe, il collecte les données cliniques de 61 patients, dont 46 avec des infections opportunistes, celles qui sont dues à des germes habituellement peu agressifs, mais qui peuvent provoquer de graves complications chez les personnes avec un système immunitaire très affaibli. L'étude de Pape montre que les facteurs de risque à Haïti sont les mêmes que ceux décrits aux États-Unis. Ceci permet d'enrayer l'énorme stigmatisation déjà attachée au simple fait d'être haïtien ou d'origine haïtienne. C'est le cas des Haïtiens vivant aux États-Unis. Concentrés sur leur effort pour déconstruire la catégorie haïtien de la liste du CDC, Pape et ses collègues ne mettent pas en avant l'originalité des données recueillies qui, pourtant, révèlent déjà la transmission hétérosexuelle de l'agent infectieux inconnu. Il faudra attendre 1987, dans une étude conduite à Miami et à New York chez 297 Haïtiens avec 55 patients atteints du sida dont 10 femmes, et 242 personnes dans le groupe contrôle, pour que soit documentée la transmission hétérosexuelle du VIH et pour que, finalement, on arrête de confondre le fait d'être un Haïtien hétérosexuel avec une prédisposition obscure au sida. Cela n'empêchera pas la discrimination continue des Haïtiens vivant aux États-Unis. En janvier 2018, le président Donald Trump a placé Haïti sur la liste noire des pays dont les ressortissants sont désormais interdits d'immigration aux États-Unis, affirmant « Les Haïtiens ont tous le sida ». Jean-William Pape lui a répondu, en citant les données les plus récentes, « Avec 2% de séropositifs, nos taux sont inférieurs à ceux des adultes vivant à Washington ». Le soupçon d'un agent infectieux 1980 à 1983. Un cas de sida pédiatrique. Philippe Van de Peer. En 1980, médecin fraîchement diplômé de l'Université libre de Bruxelles, formé en médecine tropicale à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et reconnu objecteur de conscience, je pars pour la Jamaïque comme volontaire pour l'organisation non gouvernementale belge Medicus Mundi. Je prends fonction à l'hôpital de Saint-Annes-Bay comme responsable d'une salle d'hospitalisation en médecine adulte, principalement des maladies infectieuses, dont beaucoup de leptospirose, et d'une demi-salle de pédiatrie. À mon arrivée, un prédicateur installé sur la terrasse ombragée harangue une foule de quelques dizaines de fidèles. Soudain, il me montre du doigt. Toutes les têtes se tournent vers moi. Il hurle en anglais « Il faut lutter contre la fornication ». L'oracle de Delphes n'aurait pu faire mieux. En attendant, je passerai 1 an et demi à l'hôpital de Saint-Annes-Bay, une période inoubliable, faite de rencontres étonnantes et d'apprentissage sur le tas de la clinique. Dès mon retour, je reprends un service civil à l'hôpital universitaire Saint-Pierre de Bruxelles. Les mois travaillés en Jamaïque n'existaient pas aux yeux de l'administration belge en raison de l'absence d'un contrat de travail en bonne et due forme. Je contacte le professeur Butzler. Après quelques minutes d'entretien, il me propose diverses thématiques de recherche dans son laboratoire. Jean-Paul Butzler avait révélé, par ses travaux et par l'application d'une méthode par filtration, l'entérite à campylobactère au début des années 1970. Les campylobactères représentent la première cause de gastro-entérites aiguës fébriles dans le monde et sont parfois responsables d'infections profondes chez les sujets immunocompromis. Jean-Paul Butzler était le directeur de l'unité des maladies infectieuses à la Vrije Universiteit Bruxelles et du département de microbiologie clinique de l'hôpital universitaire Saint-Pierre. Je découvre un esprit vif à l'enthousiasme débordant, avec un grand sens de l'humour. Jean-Paul Butzler construit des réseaux et aime faire collaborer les personnes qu'il apprécie. Il me recommanda à Nathan Klumek, alors à la tête du service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire Saint-Pierre. C'était un esprit ouvert, curieux, passionné par l'expression clinique des maladies infectieuses.
Il collaborait avec le laboratoire de bactériologie sur des études physiopathologiques de bactéries telles que les campylobactères. Très rapidement, j'ai commencé à travailler avec lui, quand sont survenues les premières observations de patients africains porteurs d'affections opportunistes de cause inconnue, les balbutiements du sida en Belgique. Lors d'une de mes visites dans les salles d'hospitalisation de maladies infectieuses, je découvre le dossier de Mouna, une enfant de quelques mois, d'origine zaïroise, décédée à la suite d'un amaigrissement considérable et d'une pneumonie due au cytomégalovirus. Sa mère ne paraît pas non plus en bonne santé. Je la rencontre et lui propose une numération des lymphocytes T4 et T8 dans le sang. Ces cellules sont un des marqueurs de la capacité des défenses immunitaires à faire face à une infection. Stupeur, elle n'en montre quasi plus. L'idée me vient que Mouna a peut-être été infectée par l'agent transmissible encore inconnu du sida, acquis de sa propre mère. À cette époque, les travaux de James Olesk, un pédiatre américain de Newark qui a décrit les premiers cas de sida chez l'enfant, ne sont pas encore publiés. J'en discute avec les pédiatres de l'hôpital Saint-Pierre. Avant d'évoquer une immunodéficience acquise, il nous faudra exclure une immunodéficience primaire comme une déficience en adénosine désaminase, la cause la plus fréquente d'immunodéficience primaire à cet âge. Le résultat négatif de cette analyse renforce l'hypothèse d'un cas de sida pédiatrique. En quelques jours, je rédige un article décrivant le cas de Mouna, avec l'hypothèse que le virus présomptif du sida puisse être transmis de la mère à l'enfant. Il reste à obtenir l'accord du chef de service de pédiatrie, le redoutable professeur Henri Wyss. Je vais donc le solliciter, un peu intimidé. Il me répond : « Mais qu'est-ce que vous croyez, monsieur ? Que vous allez réécrire l'histoire de la pédiatrie, avec un cas. Des enfants comme celui-là, j'en ai vu des milliers en Afrique, bien avant qu'on ne parle du sida. Ces immunodéficiences sont les conséquences de la malnutrition et de rien d'autre. » Il me promet néanmoins de se pencher sur le manuscrit et ironise : « Est-ce que vous prenez le temps de lire tous les articles que vous écrivez, monsieur ? » Malgré plusieurs rappels, il ne me donnera jamais l'autorisation de soumettre ce manuscrit à une revue scientifique. Cette attitude condescendante des chefs de service dans le monde médical est assez typique de la période à l'égard d'une pathologie sans grande incidence sanitaire, hormis des populations jugées marginales. Une grande partie du monde scientifique était assez imperméable à l'inattendu, avec le réflexe initial de l'expliquer par d'anciennes théories qui lui étaient familières. Ce conformisme fut une occasion manquée d'identifier et de décrire le premier cas de sida chez l'enfant. Et ce retard ne sera pas le dernier dans l'appréhension de toutes les dimensions de la nouvelle épidémie. Nathan Klumek venait de confirmer les premiers cas de sida chez des Africains dans son service à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Il souhaitait colliger l'ensemble des observations des cas africains de sida dans plusieurs hôpitaux belges, de manière à accroître le nombre de patients sous étude. Il propose à Philippe Van de Peer de contacter les services de maladies infectieuses adultes des autres hôpitaux universitaires belges et de collecter les informations, facteurs cliniques et biologiques, comportementaux, facteurs de risque, pour les synthétiser dans un article. Il sera publié en février 1984 dans la revue médicale américaine, The New England Journal of Medicine. Il décrit le sida chez 18 patients africains, sans facteurs de risque connus pour le sida, hospitalisés entre mai 1979 et avril 1983. Tous les patients testés présentaient une diminution marquée des lymphocytes T4 et une inversion du rapport normal des cellules T4 aux cellules T8. Il n'y avait aucune preuve d'une maladie immunosuppressive sous-jacente, et aucun antécédent de transfusion de produits sanguins, d'homosexualité ou d'usage de drogues injectables. Aucun des facteurs de risque identifiés par le CDC. Les patients se déclaraient hétérosexuels. La conclusion de l'article était prudente. Nous ne savons pas comment l'agent infectieux du sida s'est transmis chez ces adultes. Nous pensons que le sida est une nouvelle maladie qui se répand en Afrique centrale. Quelque temps plus tard, Nathan Klumek est contacté par une entreprise suisse qui dispose d'une molécule expérimentale qui pourrait s'avérer active contre le sida, la thymopentine, TP5. Cette molécule mime l'effet des hormones thymiques et stimule la différenciation des lymphocytes dans le thymus. Pendant des semaines,
Philippe Van de Per est chargé d'accueillir les patients atteints du AIDS-related complex, appelé pré-sida, pour les examiner et procéder à l'injection, à l'aide d'une mini-perfusion, de TP5. Comme la technique d'infusion est lente, cela lui laisse le temps de discuter avec eux, d'en apprendre un peu plus sur les circonstances de leur infection et leur perception de cette maladie mystérieuse. Un nouveau type de patient. Philippe Van de Per. Parmi mes premiers patients, un ingénieur belge d'une quarantaine d'années qui a longtemps travaillé au Zaïre fait montre d'une curiosité insatiable. En peu de temps, il lit tout ce qui s'écrit sur le sida, y compris les hypothèses les plus farfelues. Il acquiert des connaissances en immunologie et en virologie qui m'impressionnent et me dépassent. Je suis renvoyé à mes études de médecine, à la lecture du médecin philosophe français Georges Canguilhem sur les définitions des signes et des symptômes, du normal et du pathologique. Qu'est-ce qu'un syndrome d'immunodéficience ? C'est ma première confrontation à une nouvelle forme de relation soignant-soigné, faite de défis réciproques et de partage d'expériences. Elle devient rapidement une caractéristique essentielle de cette infection. Le patient est le dépositaire de sa maladie telle qu'il la vit. Il veut la comprendre et la combattre avec l'aide de l'équipe médicale. L'administration du TP5 sera suivie chez la majorité des bénéficiaires d'une augmentation, malheureusement transitoire, des lymphocytes T4 et d'un discret bénéfice clinique. On sait aujourd'hui qu'il favorisait la différenciation d'un pool de lymphocytes vite épuisés. Un soir de 1983, je suis invité à participer à une émission d'information sur le sida dans une station de radio libre. Qui s'adresse principalement à la communauté homosexuelle bruxelloise, à l'époque extrêmement discrète, car elle craint l'opprobre public. Pendant 1 heure environ, je parle des diverses hypothèses sur la cause du sida et ses modes de transmission. J'évoque aussi les espoirs thérapeutiques, bien que la cause rétrovirale reste encore à confirmer. L'animateur radio invite les auditeurs intéressés à le rejoindre dans le studio, et nous terminons la soirée à 10 de personnes à discuter du sida, mais aussi de leur vie quotidienne, dans une ambiance détendue. Un jeune homme m'impressionne particulièrement. Il nous explique avoir été infecté lors de son premier rapport homosexuel, au sortir de l'adolescence. Mais il garde le moral, et espère que sa maladie ne progressera pas. Il sera peut-être le chanceux porteur sain, dont parlent les médecins. Nous resterons en contact jusqu'à ce qu'il décède du sida, après avoir connu bien des souffrances physiques, aggravées par le rejet de sa famille. Quelques mois plus tard, Nathan Klumek me demande de le remplacer à une séance de conférence-débat public sur le sida avec des collègues de l'Université catholique de Louvain. Je me retrouve ainsi à évoquer nos travaux, et les hypothèses en cours sur cette maladie. Je parle aussi de prévention. Je suis persuadé que la transmission sexuelle prédomine. Après les interventions scientifiques viennent les questions du public. L'une d'elles provient d'une grande bourgeoise à col en renard. Pensez-vous que le virus du sida puisse se transmettre sur la lunette des toilettes ? Je laisse au professeur de virologie le soin de répondre à cette question cruciale. Tout dépend de ce que vous y faites, madame. Je vois encore les joues écarlates de la dame. La dimension internationale. En octobre 1983 a lieu à Aarhus, au Danemark, une première réunion européenne sur le sida, organisée par le Bureau régional de l'OMS. C'est une première, car l'Europe ne disposait pas encore d'un département en charge des maladies infectieuses pour surveiller les épidémies. Ce sera seulement en 2005 que sera créé, sur le modèle américain, le CDC européen. Nathan Klumek, accompagné de Philippe Van de Per, participe à cette réunion. Sont présents les principaux chercheurs qui travaillent sur le sida en Europe. 2246 cas sont recensés dans 10 pays européens, dont 94 en France, 42 en Allemagne de l'Ouest et 38 en Belgique. L'URSS a envoyé un observateur qui déclare avec satisfaction l'absence de cas de sida dans les pays socialistes, car il n'y a pas d'homosexualité ni d'usage de drogue par injection. Une fiction qui perdurera jusqu'à la chute de l'URSS. La situation de la Belgique est particulière puisque 77% des cas de sida déclarés sont originaires d'Afrique. Les Européens adoptent, à cette réunion,
la définition clinique du sida élaborée par le CDC. Il est souligné que la distribution des cas correspond à celle observée, en présence d'un agent infectieux qui est probablement, dans le cas du sida, un virus. La cause reste inconnue. Le mode de transmission le plus souvent observé en Europe reste le contact sexuel, principalement entre hommes. Le rapport de l'OMS note que l'agent de transmission persiste dans le sang et dans d'autres liquides biologiques. Le document constate, aux Antilles et en Afrique équatoriale, la proportion de femmes atteintes est beaucoup plus élevée qu'aux États-Unis et en Europe occidentale. On constate que le mode de transmission n'est pas le même. L'épidémie en Afrique n'est pas discutée, malgré une présentation de Thomas Quinn de l'Institut national pour les allergies et les maladies infectieuses des États-Unis sur les cas de sida observés à l'hôpital Mama Yemo de Kinshasa d'où il revient. L'OMS montre un intérêt poli, mais se limite à mettre en place une surveillance clinique du sida en Europe. La piste rwandaise 1983-1984. À la suite des publications sur les cas de sida provenant d'Afrique centrale soignés en Belgique, une certaine nervosité se manifeste au Parlement belge. Les parlementaires sont inquiets à l'idée d'une possible contamination de la population belge par un agent infectieux inconnu. L'Administration générale de la coopération au développement, AGCD, convoque les équipes médicales belges investies dans les soins aux patients africains atteints de sida. Il est question d'envoyer rapidement des missions d'exploration au Zaïre, au Rwanda et au Burundi pour établir les faits concernant une éventuelle épidémie de sida, comme il avait été fait en 1976 pour l'épidémie d'Ebola. Peter Piot de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, déjà auréolé de la codécouverte de l'agent responsable de l'épidémie d'Ebola, est désigné chercheur responsable d'un projet sida au Zaïre et au Burundi. Pour le Rwanda, Nathan Klumek et Jean-Paul Butzler de l'hôpital universitaire Saint-Pierre de Bruxelles établiront un projet sida avec comme chercheur principal Philippe Van de Peer. Peter Piot et Jean-Paul Butzler négocient auprès de l'AGCD des fonds d'urgence, d'un montant très modeste, pour commencer les investigations sur l'épidémie du sida à Kinshasa et à Kigali. Les deux missions sont préparées avec les ministères de la Santé du Rwanda et du Zaïre, puis du Burundi. Nathan Klumek se rend à Kigali, où il rencontre le président Juvenal Habyarimana et le ministre de la Santé pour élaborer un projet de recherche sur le sida. L'accueil est d'autant plus favorable que plusieurs notables rwandais sont soignés à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Des symptômes inconnus chez les enfants rwandais, Philippe Lepage. J'ai été reconnu pédiatre en 1979 à l'Université libre de Bruxelles, et j'ai ensuite exercé 3 ans au service de pédiatrie de l'hôpital d'Ixelles, à Bruxelles. J'ai rejoint le Rwanda comme coopérant avec ma femme, Colette, et mes 2 enfants. En 1983, le centre hospitalier de Kigali, CHK, financé en partie par la coopération technique belge, était le seul hôpital de la ville avec 450 lits, mais il desservait aussi les communes rurales environnantes d'où proviennent 40% de ses patients. J'étais à la tête d'un service de pédiatrie qui comportait une dizaine de collègues. Nous recevions en consultation extérieure environ 50 000 enfants par an, principalement des cas de malnutrition sévère, de diarrhée, de rougeole dramatique avant la mise à disposition d'un vaccin efficace, d'infections respiratoires et de malaria sévère. Environ 3 000 enfants étaient hospitalisés chaque année dans les 80 lits pédiatriques. C'est dans ce contexte que depuis plusieurs mois, j'observais un nombre croissant de nourrissons et d'enfants âgés de moins de 3 ans, hospitalisés avec des symptômes particuliers, perte de poids ou retard de croissance, lymphadénopathie, diarrhée chronique, parotidite, infection respiratoire lancinante. Non seulement ils ne répondaient pas au traitement habituel, mais ils mouraient rapidement. Les signes cliniques restaient confus et entraînaient beaucoup de discussions entre pédiatres. Ce qui retenait mon attention était la situation familiale de ces jeunes enfants. Souvent leur mère présentait elle aussi des symptômes extrêmement graves et inhabituels. Parfois, les 2 parents étaient décédés. Nous pensions fatalement à un nouvel agent infectieux, d'origine inconnue. Nous suivions la littérature scientifique avec un certain retard, lié au fonctionnement de la poste. Le CDC avait publié en 1982 la description de 4 cas d'enfants de moins de 2 ans aux États-Unis,
présentant une immunodéficience de cause inconnue et des maladies opportunistes. 12 autres cas d'enfants avec immunodéficience étaient en observation selon l'article. La possibilité d'un sida pédiatrique avec une transmission de la mère à l'enfant était clairement évoquée dans le bulletin du CDC. Le tableau clinique de ces cas correspondait à celui que nous avions sous les yeux. Mais nous observions au CHK davantage d'enfants peut-être atteints de sida que l'ensemble des cas décrits aux États-Unis. Dans un autre département du centre hospitalier de Kigali, Dominique Rouvroy, le chef du service de médecine interne, observait de plus en plus d'adultes amaigris, parfois cachectiques, avec des infections opportunistes sévères ou des cancers, rares jusque-là. Depuis 1979, Dominique pratiquait chaque année dans son service à peu près 300 examens endoscopiques de l'œsophage, toujours avec la même technique. À partir de 1982, il a détecté de plus en plus de candidose, une maladie opportuniste typique d'un effondrement des défenses immunitaires. La plupart de ces patients souffraient aussi de cryptococcose, une infection méningée due à une levure, et de formes graves de tuberculose. Par l'intermédiaire de Philippe Lepage qui coordonne l'enquête à Kigali, Philippe Van de Per envoie aux cliniciens, services de médecine interne, gynécologie, pédiatrie, une fiche clinique de diagnostic présomptif du sida pour les adultes et pour les enfants. Les cliniciens identifient sur une période de 4 semaines, parmi les nouveaux patients hospitalisés, ceux qui pourraient correspondre à la définition clinique du sida. La réponse de Kigali a été rapide et impressionnante. En une semaine, une trentaine de patients qui présentaient un tableau clinique compatible avec les symptômes du sida sont répertoriés. La mission de Philippe Van de Per au Rwanda s'organise dans l'urgence. Il lui faut revoir et réexaminer ces patients présélectionnés et leur proposer une prise de sang pour confirmation du sida par le phénotypage des lymphocytes T, CD3, CD4 et CD8, appelés à l'époque OKT3, OKT4 et OKT8 par immunofluorescence indirecte. On ne disposait pas encore des tests sérologiques ELISA pour confirmer l'infection. Une première mission au centre hospitalier de Kigali, Philippe Van de Per. Début 1983, j'attends à l'aéroport de Bruxelles, un vol pour Kigali, avec pour bagage une boîte en bois contenant un microscope à fluorescence, une glacière avec les anticorps monoclonaux OKT3, OKT4 et OKT8 et les diverses préparations nécessaires pour pratiquer des tests cutanés d'anergie permettant d'évaluer le niveau d'immunité. Je croise le professeur Joseph Van de Piet, un expert en bactériologie clinique de l'université de Leuven, que j'avais contacté lors du recensement des cas africains de sida en Belgique. À l'époque, il se rendait assez souvent au Rwanda où il travaillait sur des maladies bactériennes. Il me demande ce qui me conduit au Rwanda, et je lui parle de mes recherches sur le sida. Il s'exclame « Mais enfin, chers collègues, vous faites vraiment fausse route. Il n'y a pas d'homosexuels en Afrique. » Je suis accueilli à Kigali par Philippe et Colette Lepage qui m'hébergent chez eux. Une amitié naît instantanément. Je fais la connaissance de Jules Anotier, spécialiste de la lutte contre la trypanosomiase, la maladie du sommeil. Un vrai broussard, qui deviendra aussi mon vieil ami de toujours. Dès mon arrivée, je m'entretiens avec le directeur du CHK, Joseph Kayigi, déjà alerté par les cliniciens, qui s'avère très favorable à cette enquête. Je prends soin de rencontrer chaque médecin individuellement, pour expliquer en quoi consiste mon travail scientifique. En général, les entretiens étaient plutôt amicaux et la collaboration avec les différents services de l'hôpital semblait prometteuse. Le service de gynécologie était l'un des plus importants de l'hôpital. Je me souviens de mes premières discussions avec le docteur Questio, qui semblait déjà sensibilisé aux risques infectieux et à la nouvelle maladie découverte aux États-Unis. Puis, je rencontre le chef de service de gynécologie, Albert Decorte, un Belge qui fait partie des médecins de la coopération médicale en place depuis des lustres à Kigali. La plupart des épouses des dignitaires du régime accouchent dans son service réputé. Ce gynécologue est un notable issu du milieu catholique conservateur flamand, qui n'ignore rien des arcanes du pouvoir. Il a ses entrées à la présidence, aussi bien qu'au ministère de la Santé ou à la coopération belge. Il se montre immédiatement très réservé sur les recherches auxquelles je souhaite l'associer. S'il y avait une épidémie mortelle au Rwanda, je le saurais.
cela fait 15 ans que je pratique des centaines d'accouchements dans ce service. Les femmes enceintes meurent ici, oui, d'infections et d'hémorragies. Beaucoup, envoyés par les maternités de la périphérie, arrivent trop tard. Je lui réponds: on a des raisons de penser que ce nouveau virus se transmet de l'homme à la femme et de la femme à l'homme. Tôt ou tard, vous serez confronté à une épidémie dont vous n'avez pas idée. On n'a pas besoin de nouvelles recherches. Envoyez-nous plutôt de Bruxelles des ambulances, des médicaments. Vous autres, scientifiques, vous cherchez les maladies rares, les symptômes curieux, les cas inexpliqués pour publier une lettre à propos d'un cas dans le Lancet. Vous êtes prêts à dépenser des fortunes pour cela. Ici, dans mon service, nous accouchons des milliers de femmes chaque année. La mortalité maternelle au Rwanda est l'une des plus élevées au monde. On ne comprend rien de tout cela à Bruxelles. Je ne dispose pas de suffisamment d'infirmières, pas assez de lits. Je sauve des vies tous les jours pendant que vous passez votre temps à lire des articles scientifiques. C'est là une attitude que je vais rencontrer fréquemment dans le corps médical rwandais ou belge. La posture est la défense de la pratique clinique contre les scientifiques et les chercheurs. Le médecin armé de son seul stéthoscope et de son art de guérir contre la santé publique abstraite et les statistiques. Cet homme de terrain qui connaît l'Afrique, est marié à une Rwandaise et le fait savoir aux rêveurs et aux consultants temporaires. Il est légitime et nous ne le sommes pas. Albert de Corte s'énervait en me parlant. Il ne comprenait pas le but de mes recherches. Je lui apparaissais comme un jeune chercheur désireux avant tout de publier dans un journal prestigieux, ignorant les problèmes urgents de la santé au Rwanda, débarquant dans son service, à peine sorti de l'avion. Il s'irrite de ma certitude de l'imminence d'une nouvelle épidémie. Pourquoi la coopération belge avait-elle autorisé cette mission? Pourquoi ne lui avait-on pas demandé son avis? Il me dit qu'il aurait pu se charger lui-même des recherches sur ce nouveau syndrome. Un mélange d'ambition et de frustration devant le sous-équipement de son service, vu l'affluence grandissante des patientes et le peu de moyens dont il disposait. Je me retrouvais dehors, dans la foule bruyante des familles qui se pressaient à l'entrée de l'hôpital, là où on enregistre les malades. En m'ouvrant lentement un chemin parmi ces corps tendus vers le minuscule guichet auquel tous veulent accéder, je me pris à douter, et si Albert de Corte avait raison? Après tout, seule une trentaine de cas de sida avaient été préalablement identifiés. Dans les allées de l'hôpital, sur la maigre pelouse, les familles des malades s'affairaient à préparer sur un feu de bois le repas d'un proche alité. Les draps, couvertures, vieux pantalons, bouts de tissu des patients séchaient au soleil. Ils frémissaient au vent comme heureux d'être débarrassés de ces corps fiévreux, plus vivants sans doute que les corps mal nourris qu'ils enveloppaient comme des suaires. Cet épisode accablant pour moi ne serait pas le dernier. Le laboratoire est installé au centre hospitalier de Kigali, dans une minuscule pièce de 12 mètres carrés, attenante au bureau des médecins du service de pédiatrie. Philippe Van de Per va y passer près de 9 années, rejoint plus tard par Deoda Mutesa, puis par Étienne Carita. Il voit sa première patiente présélectionnée, une jeune femme de 16 ans avec une tuberculose miliaire et une infection pulmonaire anocardia. Le phénotypage des lymphocytes réclame un examen laborieux qui prend plusieurs heures pénibles, à se forcer les yeux pour détecter des cellules fluorescentes. Le verdict est sans appel. Cette jeune fille a une profonde déplétion des lymphocytes T4, le signe d'un sida déjà avancé. Au centre hospitalier, 26 patients sont réexaminés sur les 36 présélectionnés, 17 hommes et 9 femmes, en l'espace de 4 semaines, avec une prise de sang pour analyser leur défense immunitaire et éventuellement confirmer un diagnostic de sida. L'épidémie est donc bien présente dans la capitale rwandaise parmi les hommes et les femmes adultes. Car les patients dans les lits de l'hôpital ne constituent que le sommet émergé d'une pyramide dont l'ampleur se mesure chaque jour avec effroi. Ces patients présentent des signes cliniques, mais nous savons déjà que d'autres porteurs de l'agent infectieux peuvent être infectés sans symptômes, certes, mais jusqu'à quand? Plusieurs faits cliniques marquants, caractéristiques des patients immunodéprimés, deviennent plus évidents au début des années 1980, comme l'apparition du sarcome de Kaposi, des zonas, mais aussi des candidoses buccales et de l'œsophage, des tuberculoses sévères, des cryptococcoses. 11 hommes de notre étude sur 17 et 3 femmes sur 9 déclarent avoir des rapports sexuels en échange d'argent. Les rapports sexuels commerciaux apparaissent donc comme un facteur de risque important.
Les 26 patients de l'étude sont issus d'un milieu socio-économique moyen ou élevé. Nous évoquons explicitement l'hypothèse que les autres infections sexuellement transmissibles accélèrent la transmission de l'agent infectieux du sida. Le sida à Kigali, un intérêt scientifique local? Philippe Van de Peer. Ce premier travail donne lieu, début 1984, à un manuscrit que je soumets, avec Jean-Paul Butzler et Nathan Klumek, à la revue médicale britannique The Lancet. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. L'article est rejeté, l'éditeur ne croyant pas à une épidémie de sida en Afrique centrale. Le coup est rude et Jean-Paul Butzler mesure ma déception. Il me conseille de prendre quelques jours de congé que je passe chez mon ami Jean-Louis Antoine au Ménil près de Chimay en Wallonie. Après 3 jours, je reçois un appel de Jean-Paul Butzler. L'éditeur du Lancet veut me parler de toute urgence. Je le rappelle et il m'informe qu'il a sous les yeux le manuscrit d'une étude très proche de la nôtre et parfaitement concordante, réalisée à Kinshasa par une équipe belgo-américaine. Il s'agit de l'étude menée à Kinshasa à l'hôpital Mama Yemo. Le groupe de Peter Pio a identifié en 3 semaines 38 patients atteints de sida. Leur article avait d'abord été soumis à la revue The New England Journal of Medicine, qu'il avait refusé avec le commentaire « uniquement d'intérêt local ». L'éditeur du Lancet est, cette fois, convaincu et propose de publier les 2 articles côte à côte le 14 juillet 1984 dans le même numéro. Il réclame une seule modification. Retirer du titre de l'article toute référence à la transmission hétérosexuelle du sida. Nous acceptons, mais en fin d'article, nous martelons notre constat. Le contact hétérosexuel est le mode de transmission le plus fréquent de l'agent infectieux en Afrique centrale. Les conclusions des équipes de recherche de Kigali et de Kinshasa dans The Lancet sont largement concordantes. La présence d'une épidémie de sida récente en plein développement dans 2 capitales d'Afrique centrale est fermement établie. L'immunodéficience chez les jeunes adultes n'est provoquée ni par les parasites ou les infections chroniques, ni par le virus de l'hépatite B ou l'usage de drogue. Le sida pose déjà un sérieux problème de santé publique. Les facteurs de risque définis par le CDC pour les États-Unis sont absents de la majorité des cas identifiés. Ni rapport sexuel entre hommes ni usage de drogue injectable. Nous évoquons les risques de transmission de l'agent infectieux par des injections non stériles et par la transfusion sanguine. La transmission sexuelle de la femme à l'homme et de l'homme à la femme nous paraît établie, comme elle a été démontrée aux États-Unis pour la transmission sexuelle d'homme à homme. Le nombre de partenaires sexuels. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.